Et pour moi, l'ALD, moi, mon père, il est mort, il est décédé d'un cancer. Et quand vous avez une boîte de médicaments qui coûte 160 €, à l'époque, j'entends, et qu'il en faut plusieurs dans le mois, comment voulez-vous que le malade qui a déjà des difficultés à joindre les deux bouts se soigne? On va aboutir à une assurance maladie à deux vitesses, où le pauvre ne pourra plus se soigner, ou celui qui a les moyens pourra le faire. Donc, pour moi, ce projet de loi était inacceptable en ce sens. Bonjour, je suis avec Sarah Cortier, je suis Franck Cellier de Parallèle Sud et nous accueillons aujourd'hui Lorraine Nativel, vice-présidente de la région, dans le cadre de notre émission qui s'appelle Candidate Candidat, une émission qui s'adresse aux personnalités qui briguent ou ont brigué les suffrages des électeurs. Et c'est votre cas, donc voilà pourquoi vous êtes ici, Madame Nativel. Bonjour. Bienvenue. Merci. On peut commencer l'interview avec notre première question qui est comment est-ce que vous êtes entrée en politique? Quel est votre parcours? Alors, en fait, ça ne fait pas très longtemps que je suis en politique, mais je pense que mon engagement a commencé très très tôt. Vous savez, je suis née et j'ai grandi à Saint-Louis, dans un petit village, un tout petit village, et il y avait une petite école. Et dans cette école, dans ce quartier, les enfants restaient en CM2 jusqu'à 16 ans, l'âge obligatoire. Donc, et bien entendu, ces enfants avaient quelques difficultés. Et quand j'avais terminé de faire mes devoirs, donc la maîtresse me demandait de m'occuper de ces 5-6 enfants qui étaient là. Donc, et on appelait cette classe donc la classe de fin d'études. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Avec le certificat d'études à la fin? Non, il n'y avait plus de certificat d'études. C'est-à-dire que ces jeunes, à l'époque, soit les jeunes allaient aider leurs parents dans les champs, ou alors ils restaient en classe, ils restaient à l'école, parce qu'il fallait rester jusqu'à 16 ans pour bénéficier des allocations familiales. Sinon, si on n'était plus scolarisé, les parents ne percevaient plus d'allocations familiales pour ces enfants. Donc ça a commencé dans cette classe de CM1, CM2. Ensuite, en troisième, je faisais le catéchisme donc, pour les enfants. Pour moi, c'était normal d'aider parce que dans le village, il y avait peu de bénévoles et les dames qui étaient là avaient beaucoup à faire. Donc moi, j'étais en quatrième. J'avais du temps, donc le mercredi après-midi, une fois que j'étais rentrée à la maison, j'allais à l'église faire le catéchisme. Mais je pense que cet engagement, il vient de ma mère. Ma mère, quand elle s'est mariée, elle est arrivée dans ce petit village, elle était la seule à savoir lire et écrire. Donc, elle aidait les autres familles. Il y avait 11 familles qui vivaient dans le village. Elle aidait les autres familles. Elle faisait un peu l'infirmière parce qu'à l'époque, on mettait beaucoup de piqûres quand les gens étaient malades. Elle allait faire les piqûres. Elle aidait les mamans, les femmes à accoucher également. Donc, oui. Il y a toujours eu de l'entraide. Et pour moi, se tourner vers les autres, s'occuper des autres, c'était naturel. Voilà. Et on est dans quel village? On est à Bellevue, dans les Hauts de Saint-Louis. Voilà, un tout petit village. Donc, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, mais une entraide formidable. Vraiment, des liens formidables. Et ça n'est pas vraiment de la politique, là, c'est de l'associatif ou du social que vous faisiez. À quel moment vous prenez une carte dans un parti? À quel moment vous rentrez vraiment en politique? Alors, je rentre en politique. Alors, ça n'est pas vraiment de la politique, mais pour moi, c'est un peu de la politique. C'est comme ça que je conçois la politique. Hein. Je rentre en politique en 2014. Je suis alors directrice d'école et je n'ai plus d'enfants à la maison. Et je me dis, par rapport à tous ces engagements pris précédemment, je me dis que j'ai du temps et à ce moment-là, il y a les municipales donc, qui se profilent et Jean Piotte, qui conduit une liste, vient me voir à ce moment-là pour me demander de faire partie de la liste. C'est à ce moment que je débute véritablement en politique. Il venait du Parti communiste réunionnais. Vous vous reconnaissez dans le terme de communiste? C'est un idéal que vous partagiez et que vous continuez à partager? Tout à fait, je suis une femme de gauche. Vous savez, moi, mes parents étaient communistes. Donc, il y avait des meetings de Claude Warreau, de Roger Warreau dans la cour. Donc, j'ai grandi là-dedans. Et pour moi, je me reconnais totalement
en femme de gauche, je porte totalement ces valeurs de gauche. Et qu'est-ce qui vous a fait passer de Saint-Louis à Petite-Île? Alors, vous savez, quand vous avez 3 enfants, donc vous avez souvent une grande maison et on a décidé donc de continuer notre vie dans une maison plus petite. Et donc nous avons cherché un endroit où nous nous sentirions bien. Et donc on est tombé en amour devant Petite-Île, le territoire, la population, la gentillesse de la population. Et on voulait une petite commune, un peu comme au tout début. Donc c'est ce qui nous a vraiment fait choisir Petite-Île. Il y a longtemps que vous habitez Petite-Île? Alors nous habitons Petite-Île depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que nous sommes installés à Petite-Île. Et donc votre actualité, c'est que vous venez de déclarer votre candidature aux élections municipales à Petite-Île. Pourquoi? Alors vous savez, en 2021, donc c'est la campagne des régionales et je suis à cheval entre Petite-Île et Saint-Louis. Je sillonne alors les rues de Petite-Île, je fais des prises de parole et je m'engage envers la population de Petite-Île. Pour moi, un engagement ne peut pas se réduire à un mandat. On s'engage vis-à-vis de la population. Et cet engagement, il a continué. C'est-à-dire lorsqu'il y avait des Petite-Îloises, des Petite-Îlois qui avaient quelques difficultés, notamment avec des dossiers en lien avec la région, j'étais là. Et donc, j'ai continué à les rencontrer, j'ai continué à être en contact avec eux. Et c'est tout naturellement que les municipales se profilant, ils m'ont demandé de conduire la liste et j'ai accepté. Quel constat est-ce que vous faites du mandat du maire actuel, Serge Hoareau? Alors, le constat, il est quand même, je dirais, négatif. Négatif, pourquoi? Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais la commune s'essouffle. La commune s'endort. C'est son 2e mandat et les questions que l'on se pose, et je ne suis pas seule à me poser ces questions, c'est où sont les projets structurants, où sont les grands projets à destination des jeunes, des familles, des entreprises artisanales, des entreprises agricoles, où sont les grands projets vis-à-vis des commerçants. Nous avons des problèmes de mobilité et je pense là aux familles qui habitent Chemin Neuf, qui doivent faire tout le chemin à pied, venir jusqu'à la Nationale pour prendre le bus. Je pense aux familles qui habitent à Manapany-les-Bains, qui ont à leur disposition une petite navette de 7 places. 7 places, mais vous savez, pour tout un village, pour tout un quartier, et ben, les autres, même s'il y a des enfants, des personnes âgées, des malades, doivent faire Manapany-les-Bains et venir jusqu'à la Croisée pour prendre le bus. Pour ces familles de Manapany-les-Bains, c'est plus simple d'aller à Saint-Joseph que de venir à Petite-Île. Vous imaginez, et je ne parle pas de Piton des Goyaves, ni même de Manapany-les-Hauts. Donc nous avons des problèmes de mobilité. Et le maire qui siège à la Civis n'a pas été capable de prendre en considération ces difficultés, n'a pas été capable d'entendre les difficultés de sa population. Nous avons, Chemin Cratère, des familles, notamment je pense à cette femme qui est handicapée. Vous savez, Petite-Île, il y a beaucoup de dénivelé, donc il y a beaucoup de pentes. Alors elle doit monter, donc jusqu'à très loin, prendre la pente, elle est presque bossue, mais vous imaginez, mais c'est inhumain. Et je me dis, on a un petit territoire. Petite-Île est une petite commune. Qui dit petite commune dit proximité. Et le maire, il doit connaître les difficultés de sa population. Et il doit être en capacité d'apporter des réponses. Et moi, le bilan que je fais de Serge Hoareau, c'est celui-là. Où vont apprendre à nager nos enfants? Saint-Pierre, Saint-Joseph. Où les jeunes vont-ils consommer de la culture? Saint-Pierre, Saint-Joseph. Où nos familles vont-elles faire les courses? Saint-Joseph. Où est-ce que nos enfants vont au lycée? À Saint-Joseph, à Saint-Pierre. Où nos agriculteurs? Il est le premier vice-président délégué à l'agriculture. Où nos agriculteurs vont-ils écouler leur production? À Saint-Pierre, Saint-Joseph. L'un des projets de M. Serge Hoareau, c'était le bassin de Grand-Anse. Et il y a eu une forte opposition, ce qui fait que ce projet, je ne sais pas s'il pourra se faire, s'il est repoussé, mais son idée c'était d'en faire un endroit pour apprendre à nager aux enfants de Petite-Île. C'était une mauvaise idée?
Alors moi, je suis attachée à nos traditions. Pour moi, le bassin de Grand-Anse fait intégralement partie de notre patrimoine. Il doit être préservé, et vraiment. Le Grand-Anse, c'était un bassin de baignade qui a été détruit. Je pense qu'il faut le reconstruire en bassin de baignade. Mais est-ce qu'on doit aller sur un bassin d'apprentissage? Pour moi, la réponse, elle est non. Je suis pour la construction d'une piscine. Il faut une piscine à Petite-Île, une piscine pour nos enfants, pour nos personnes âgées, pour la population. Il faut une piscine, mais je pense que la piscine, elle ne doit pas être installée, elle ne doit pas être construite à Grand-Anse, ne serait-ce que pour des problèmes, des soucis environnementaux, parce qu'on sait pertinemment qu'on va détruire notre biodiversité. Et aujourd'hui, je pense que on peut parler d'écologie en effet, parce que c'était l'une des informations exclusives de Parallèle Sud qui a été repris nulle part ailleurs. Mais on était tombé sur un document du CIRAD qui documentait scientifiquement le fait que les eaux de surface de Petite-Île sont victimes d'une pollution chronique aux pesticides. Ça, c'était le terme, pollution chronique aux pesticides. Est-ce que vous pensez que cette situation, les agriculteurs et les habitants de Petite-Île, et même le maire de Petite-Île, en sont conscients de ce danger? Alors aujourd'hui, je suis fille d'agriculteur, donc les pesticides, dans ma famille, on en a utilisé. Aujourd'hui, la question qui se pose, je pense que comment est-ce qu'on peut changer cette donne? Il faut que l'on en prenne conscience, mais qu'est-ce qu'on propose aux agriculteurs? Et moi, je ne suis pas pour l'interdiction totale, je suis pour le dialogue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se mettre autour d'une table avec le CIRAD, la Chambre d'agriculture, nos agriculteurs qui sont les principaux concernés, et comment est-ce qu'on change nos habitudes pour préserver notre terre. Vous aviez quel positionnement vis-à-vis de la loi du plomb? Qui réintroduit certains pesticides qui avaient été auparavant interdits par l'Union européenne. Alors, moi, par rapport à ma position, elle est partagée. Elle est partagée pourquoi? Parce qu'on veut réintroduire, on a interdit, on veut réintroduire, et je comprends les agriculteurs, parce que les produits qui rentrent à La Réunion, est-ce qu'on se pose la question sur où est-ce qu'ils sont produits, comment ils sont produits? C'est pour ça que nous, à La Réunion, ce qu'on veut, c'est de pouvoir décider dans certains domaines ce qui peut être applicable pour notre territoire. Et on a parlé de ce qui n'allait pas à Petite-Île. Maintenant, parlons un peu de vos projets. Si vous étiez élu maire de Petite-Île, quelles seraient les priorités de votre mandat? Alors, je ne vais pas parler de mon programme parce que vous pensez bien que ce programme, il est en co-construction avec la population. Moi, je ne veux pas que le programme arrive comme ça. Je veux vraiment que ce soit le programme des Petites-Îloises et des Petits-Îlois. Mais néanmoins, ce que l'on veut, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est remettre l'humain au centre de notre action politique. C'est-à-dire de la considération, de la bienveillance, parce que nos familles, on le sait, traversent un moment difficile, et avec le contexte qui se profile, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Merci. Donc, et je pense que le maire, qui est l'élu de proximité par excellence, doit avoir ce regard précis sur sa population. Quel bilan vous faites du mandat du Guet-Bello à la région? Alors, on est à mi-mandat. Il y a un document qui a été produit. Je pense que ce bilan, il est positif. Il est positif pourquoi? Tout d'abord, je parlerai du chantier de la nouvelle route du littoral. Vous savez, aller à Paris et signer les accords de Matignon 3 pour pouvoir poursuivre cette nouvelle route, je pense que c'est un défi qu'elle a réussi. Le deuxième défi, c'est au niveau de la formation professionnelle. On avait abandonné la formation professionnelle, nous avons recontractualisé le pacte et aujourd'hui, la formation professionnelle se porte bien. Il y a une proposition de 13 000 places en formation. Et les Réunionnaises, les Réunionnais en avaient besoin et je pense que c'est une bonne chose. Mais pas que. Guet-Bello
à redonner aussi du pouvoir d'achat aux familles. Je pense notamment à toutes les mesures qui ont été prises dans les lycées, la cantine à 1 €, le dispositif Equipaou, les protections, qu'est-ce qu'on a fait encore, l'ordinateur. Je pense que l'éducation et la formation sont des priorités régionales. Et je pense que là-dessus, nous n'avons pas failli. Nous n'avons pas failli. Mais nous avons aussi accompagné les entreprises. On a vu, après le dernier cyclone, la région était là, aux côtés du secteur du BTP, aux côtés des entreprises pour les accompagner. Et c'est une question un peu difficile parce que vous êtes membre de cette majorité-là. Mais si il fallait faire un peu d'autocritique, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné dans le début, dans cette première moitié de mandat? Alors je dirais le chantier de la nouvelle route du littoral qui a pris du retard. On y travaille, ça va reprendre cette année, mais je pense que vraiment c'est notre plus grand regret. On aurait voulu que les choses aillent plus rapidement et proposer aux Réunionnais une solution à ce coma circulatoire plus rapidement dans le temps. Il y a encore un risque qu'on n'y arrive pas? Je ne pense pas. Madame Huguette Bello, la présidente de Régio, a pris l'engagement auprès des Réunionnaises et des Réunionnais qu'elle terminera cette route. Je pense qu'elle le fera. Est-ce que selon vous, la gauche peut se rassembler parce qu'elle paraît souvent fracturée entre les deux plateformes, d'un côté d'Huguette Bello et d'Erika Barège? Aujourd'hui, effectivement, nous avons deux plateformes. Mais je ne pense pas que ça soit définitif. Je pense qu'à un moment donné, parce que nous portons les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Et je pense qu'à un moment donné, la gauche va devoir se rapprocher. Sur l'exemple de Petite-Île, qui est le vôtre, vous pensez qu'il y a un espoir pour qu'il y ait une liste d'union de la gauche ou les dés sont jetés et il y aura 2 listes à gauche au premier tour? Alors pour l'instant, ce qui se profile, c'est qu'on risque d'avoir effectivement 2 listes, voire 3 listes à gauche concernant le premier tour, mais nous sommes en tractation pour qu'au second tour, on soit ensemble. Mais oui. Mais est-ce que cette justement désunion, selon vous, ne fait pas le lit de l'extrême droite, de la montée de l'extrême droite? Je ne pense pas que, pour moi, avoir 2 ou 3 listes à gauche, ça ne fera pas monter l'extrême droite, parce que je pense que l'élection municipale est une élection de proximité. C'est une question de projet, c'est aussi de personnes, parce que c'est vraiment l'élection de proximité par excellence. Et je pense que c'est ce qui fera la différence, c'est-à-dire c'est le programme, c'est l'approche du candidat, c'est le contact du candidat, c'est comment est-ce que le candidat réussira à parler à la population. Mais il faut aussi qu'on soit en capacité d'aller chercher toutes ces personnes qui n'ont pas voté ou qui ne veulent plus voter. Parce que oui, comme dans la plupart des communes, à Petite-Île, le vote du Rassemblement national aux législatives était important, peut-être même qu'il était majoritaire récemment. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs qui se laissent quand même tenter par des idées qui basculent dans la xénophobie et dans des explications simplistes? Alors j'ai rencontré ces personnes, j'ai rencontré ces familles et ces personnes m'ont expliqué pourquoi est-ce qu'elles sont allées vers un vote RN. J'ai entendu leurs explications, j'ai entendu leurs arguments. Mais en même temps, ce que je veux leur dire, c'est que les valeurs portées par le RN ne sont pas les valeurs que nous défendons, ne sont pas les valeurs que nous attendons. Et qu'il faut vraiment regarder le programme, écouter les différents candidats et choisir, ne pas choisir par défaut. Mais en même temps, ce que ces personnes m'ont dit, c'est qu'aujourd'hui, on a des élus, on a des personnalités politiques qui font un peu le zigzag. Et ces personnes n'ont plus de repères. Elles ne savent plus où sont ces personnes. Donc, nous, personnalités politiques, nous avons aussi notre part de responsabilité. Et il faut que l'on retrouve le dialogue, le chemin du dialogue avec notre population, avec nos électeurs. Et
quel bilan vous faites de la politique de Cyril Melchior au département? Alors, je ne suis pas élue au département, mais je dirais que le département aujourd'hui recule sur bien des dossiers de sa compétence. Et c'est fort dommage parce que nous avons des familles qui sont en attente, nous avons des familles qui ont de plus en plus de difficultés et je pense que le conseil départemental devrait être au rendez-vous. Même concrètement, votre spécialité, on va en parler de manière plus détaillée, c'est la lutte contre l'illettrisme. Normalement, le département doit y participer aussi, vu que les compétences sociales relèvent de lui. Est-ce que pour lutter contre l'illettrisme, vous pouvez compter sur lui? Et concrètement, est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Ouais. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Effectivement, je suis chargée donc du dossier de la lutte contre l'illettrisme, mais ce que je défends depuis que je suis arrivée à la région, c'est que je ne veux plus parler de lutte contre l'illettrisme, mais de maîtrise des savoirs de base. Parce que c'est vraiment de changer de paradigme, parce que vous savez, ces personnes qui ont des difficultés en lecture, en écriture, en mathématiques ou à utiliser l'outil numérique ont du mal lorsqu'on leur dit qui sont illettrés. Et pour eux, c'est vraiment un regard qu'ils ont, qui est difficile à porter. Voilà, c'est une appellation qui est compliquée pour eux à porter et je comprends totalement. Donc je préfère parler de la maîtrise des savoirs de base. Alors concernant la maîtrise des savoirs de base, nous avons mis en place à notre arrivée le plan régional pour la maîtrise des compétences clés. Et ce plan régional pour la maîtrise des compétences clés, autour de la table de ce plan, nous avons le département, nous avons le rectorat, nous avons la préfecture bien entendu, l'université, la caisse d'allocation familiale, la direction de l'agriculture et de la forêt. Donc le département y est parce que le département a dans sa compétence certains publics qui relèvent de ce champ. Au niveau de ce dossier, nous n'avons pas de difficulté à travailler avec le département. Au contraire, le département est là et assume totalement sa responsabilité. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de travailler sur cette problématique-là, de maîtrise des savoirs de base? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que mon père ne savait ni lire ni écrire. Et nous, lorsque nous avons été à l'école, nous avons dû lui apprendre à signer son nom, parce qu'il ne savait pas signer. C'est nous qui lui avons appris le code de la route pour qu'il puisse passer son permis. Et je suis directrice d'école à la retraite. Donc, l'éducation, pour moi, est vraiment très, très, très importante. Ça a servi d'ascenseur social me concernant. Et ce que je voudrais aussi, c'est redonner ce que j'ai reçu. Donc, et puis, c'est un dossier très sensible. Et je pense que j'ai été bien placée pour aller en contact avec ces publics, pour leur parler et leur dire la nécessité de venir fréquenter les actions qui sont mises en place. Et quel est l'état des lieux de ce public qui ne dispose pas de ces savoirs, de la maîtrise de ces savoirs de base? On a l'impression que les années passent et qu'il y a toujours un halo de 100 000 personnes qui sont exclues des savoirs de base. Effectivement, jusqu'à 2011, c'était 116 000 personnes. Et l'année dernière, il y a une étude de l'INSEE qui rapporte qu'il y a 91 000 personnes qui ont des difficultés avec la lecture, l'écriture, les mathématiques. Tout en sachant que la barrière donc, a été mise à 64 ans, mais nous avons effectivement des personnes âgées, donc de plus de 65 ans, qui sont concernées par ces problèmes donc, de maîtrise des savoirs de base. Ces personnes ont des difficultés dans leur vie de tous les jours parce qu'aujourd'hui, nous savons que c'est important d'utiliser l'outil numérique en plus. Donc, c'est pour cela que nous avons mis en place un dispositif expérimental qui s'appelle l'espace clé et pour lequel nous nous appuyons sur les municipalités parce que c'est la collectivité de proximité par excellence et que la municipalité connaît bien sa population, les difficultés que rencontre sa population, comment atteindre cette population et comment aussi apporter des éléments de réponse. Donc la région s'appuie sur la municipalité pour mettre en place des actions à destination de ces publics.
À un moment donné, il y avait des cases à lire. C'est un dispositif qui existe encore ou qui a disparu parce qu'on en parle moins? Effectivement, lorsque nous sommes arrivés donc aux responsabilités et qu'on m'a confié cette délégation, il y a eu un état des lieux. Et il s'est avéré que, premièrement, les cases à lire donc, étaient peu fréquentées et il n'y avait pas d'évaluation, donc on ne savait pas si ces personnes évoluaient. Parce qu'on est, je tiens à le rappeler, dans la formation tout au long de la vie. Et que ces personnes qui ont des difficultés avec les savoirs de base, vous savez, ce sont des personnes qui se trouvent en échec, qui ont subi plusieurs échecs. Et si vous leur faites miroiter encore la possibilité de dépasser ces difficultés et qu'au final, après la formation, elles se retrouvent comme avant et même, voire même pire que dans la situation d'avant, comment voulez-vous que ces personnes aient confiance en elles et aient confiance aussi dans les actions de formation? Donc c'est pour cela qu'à mon arrivée, j'ai décidé d'arrêter avec les cases à lire. On a réfléchi avec les partenaires institutionnels, donc on a lancé le plan régional pour la maîtrise des compétences clés et on expérimente un dispositif qui est l'espace clé et qui est plus global parce que dans les cases à lire, il n'y avait pas d'organisme de formation. Et c'est très compliqué de former des personnes qui ont été à l'école, qui ont appris à lire et à écrire et qui ont oublié. Ce n'est pas aussi facile que ça. Et les cases à lire, je pense, au niveau de la professionnalisation des formateurs, il y avait une difficulté. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire adossé à chaque espace clé, il y a un organisme de formation qui forme ces personnes. Vous en avez parlé tout à l'heure un petit peu, il y a aussi des problématiques d'isolement et de précarisation qui sont liées à ça. De façon plus globale, comment est-ce qu'on s'attaque à la précarité quand on est politique? C'est quand même un sujet qui est aussi d'actualité, qui fait partie des revendications du 10 septembre. Comment est-ce que vous comptez traiter ça si vous êtes... Alors, je le redis, je ne vais pas dévoiler mon programme, mais quand je dis remettre l'humain au centre de notre action politique, en même temps, je dis tout, c'est-à-dire être proche. Un maire doit être proche, doit être accessible, doit connaître sa population. Et une fois que l'on connaît sa population, on connaît ses difficultés, et je pense que c'est de notre devoir d'y apporter des réponses. Donc la précarité, parce que c'est vrai que Petite-Île, nous avons le maire actuel qui dit à chaque fois « j'aime ma commune » et qui présente Petite-Île comme une carte postale. Lorsqu'on gratte, on a quand même un territoire où il y a plus de 30% donc, des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et moi, je fais du porte-à-porte, je rencontre beaucoup de familles, je rencontre beaucoup de personnes et j'en ai beaucoup qui me disent que elles ont des difficultés à finir les mois, elles ont des difficultés à partir du 16, du 17 à faire bouillir la marmite, sauf qu'aujourd'hui, ces personnes-là restent chez elles. Et ça, moi, je trouve que c'est insupportable, c'est inacceptable dans une petite commune. Ça ne devrait pas se passer. Donc, il faut de la proximité, il faut de la connaissance pour que ces personnes qui sont en situation de précarité, tout d'abord, soient en confiance, parce qu'il faut aussi respecter leur dignité donc, et apporter des réponses avec tous ces éléments. J'ai une dernière question sur les savoirs de base. C'est les acteurs qui sont amenés à travailler justement sur ces savoirs de base. Avant, il y avait beaucoup d'éducation populaire. Aujourd'hui, il semble que le RSMA, et c'est tout à son honneur, est devenu le premier acteur de lutte contre l'illettrisme. Excusez-moi d'avoir repris le terme que vous n'appréciez pas, mais est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit désormais l'armée qui soit en première ligne sur ce domaine-là? Alors, je dirais qu'effectivement, le RSMA fait un travail formidable. Chaque année, je suis invitée aux actions de valorisation donc, du travail qui est mis en place par le RSMA. Et il est vrai que nous avons beaucoup de jeunes, parce que ce sont principalement des jeunes qui sont pris en charge par le RSMA. Et en même temps, cela doit nous questionner. Pourquoi est-ce qu'il y a-t-il autant de jeunes qui sont en difficulté devant le savoir lire, écrire, compter? C'est une vraie question aujourd'hui. C'est véritablement une vraie question. Mais le RSMA est là,
fait le travail et pas plus tard que 2 jours, je remerciais le RSMA pour le formidable travail qui était fait. Mais en même temps, aujourd'hui, la question que l'on doit se poser, c'est que fait l'éducation populaire? Où est ce réseau d'associations d'éducation populaire? Et le travail qui est fait par la région actuellement, c'est de relancer ce réseau. Nous avons rassemblé les associations hier à Saint-Pierre, donc résolu. Donc, et le travail qui est fait, c'est comment est-ce qu'on relance l'éducation populaire, comment est-ce que l'éducation populaire retrouve sa place dans les quartiers auprès de ses publics. C'est vraiment le travail qui est lancé actuellement par la région. Et selon vous, est-ce que justement l'éducation populaire est en faillite? Pourquoi est-ce qu'il faut relancer? Enfin, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et à qui la faute? Je pense que l'éducation populaire, le réseau, les associations ont toujours été là. On se souvient tous de l'ARCA, oui. L'ARCA qui a disparu. Aujourd'hui, une association d'éducation populaire qui est aussi historiquement marquée, c'est la REP, qui est toujours là. Donc, à un moment donné, je pense que ce sont les sources de financement qui ont dû diminuer, ce qui fait que ces associations ont disparu et c'est fort dommage. C'est l'État qui finançait d'une certaine manière l'éducation populaire et qui s'est désengagé lors des derniers mandats présidentiels? Tout à fait, l'État a une part de responsabilité aussi et aujourd'hui, nous, au niveau du territoire, nous devons aussi réfléchir pour savoir, il y a des besoins. Notre population a des attentes. Comment est-ce que les différentes collectivités qui travaillent sur le territoire, qui existent et qui travaillent sur le territoire, peuvent se mettre autour de la table pour accompagner aussi ces associations. Je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État, c'est à nous aussi de prendre notre destin en main. Autre sujet d'actualité, qu'est-ce que vous avez pensé du retentissement du mouvement Bloquons-nous à La Réunion? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là, mercredi dernier? J'entends les revendications qui ont été portées, je comprends, parce que je le disais tout à l'heure, je suis en contact avec la population qui a de plus en plus de difficultés. Et concernant le projet de l'ancien Premier ministre, c'était difficile d'être favorable. Je comprends totalement. Moi, mercredi dernier, j'étais dans la rue. J'étais à Saint-Pierre, devant la préfecture, en solidarité avec ces personnes qui ont dit non au projet de loi de finances porté par François Bayrou. Et justement, sur ces finances nationales, sur ces projets de loi de finances, sur ces budgets, vous qui êtes un peu en première ligne, en responsabilité à la région, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conséquences que ces errements budgétaires vont avoir sur notre vie de tous les jours ? Alors je pense tout d'abord, je vais penser tout d'abord à la population. Pour moi, c'est inacceptable de supprimer 2 jours fériés. Pour moi, c'est inacceptable de revoir l'ALD. L'ALD, vous savez, lorsqu'on a un cancer, lorsqu'on a une maladie grave, une longue maladie, on ne choisit pas. Ce n'est pas un choix. Et souvent, ces longues maladies entraînent d'autres maladies à côté. Et pour moi, l'ALD, moi, mon père, il est mort, il est décédé d'un cancer. Et quand vous avez une boîte de médicaments qui coûte 160 € à l'époque, j'entends, et qu'il en faut plusieurs dans le mois, comment voulez-vous que le malade qui a déjà des difficultés à joindre les 2 bouts se soigne? On va aboutir à une assurance maladie à 2 vitesses, où le pauvre ne pourra plus se soigner, où celui qui a les moyens pourra le faire. Donc, pour moi, ce projet de loi était inacceptable en ce sens. Et puis aussi, l'assurance chômage. Est-ce qu'on choisit aujourd'hui d'être au chômage? Moi, je pense que si on donnait du travail à tous ceux qui en cherchent, ils prendraient le contrat de travail. Donc, ce n'est pas un choix. Je veux dire, on est en difficulté lorsqu'on est au chômage. Donc, pour moi, c'est vraiment s'attaquer aux plus petits, s'attaquer aux familles les plus nécessiteuses et c'était inacceptable. Et même si vous ne voulez pas parler de votre mandat en tant que maire, si vous êtes élu, peut-être plus globalement à l'échelle de votre engagement politique, comment vous allez faire pour prendre en compte cette colère populaire?
Cette colère populaire, elle s'est exprimée et elle s'exprime encore. Elle s'exprime tous les jours lorsque je vais à la rencontre de la population. Elle s'exprime, mais en même temps, il y a des attentes. Donc pour moi, cette colère qui se traduit par des attentes, ce sont ces attentes que j'essaie de prendre en compte pour l'intégrer, pour traduire en actes programmatiques. Les informations qui nous arrivent sont assez anxiogènes. D'ailleurs, quand on parlait du budget, ça fait 2 ans qu'on nous annonce le pire. Les premiers ministres nous disent on va à la catastrophe, la dette est monstrueuse. Donc évidemment que les gens sont inquiets et l'actualité internationale n'est pas là pour nous rassurer non plus. Vous la suivez. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans cette actualité internationale? Ce qui m'inquiète le plus, c'est ce sentiment de désordre. C'est ce sentiment de désordre. Mais en même temps, nous, notre petit territoire, quel impact ce sentiment de désordre tout va avoir sur notre petit territoire? Parce qu'on se souvient de la crise Covid, on se souvient aussi de la crise ukrainienne, les difficultés auxquelles nous avons dû faire face, nous ici, c'est tout cela qui m'inquiète. Est-ce que tu veux rebondir ou on passe directement à notre rubrique questions express? Donc là, l'idée, c'est de vous poser des questions courtes où vous allez répondre avec des réponses courtes. Donc c'est plutôt des questions fermées. D'accord, je réponds par non, vous allez comprendre. Selon vous, c'est quoi le mal du siècle? Le mal du siècle, c'est l'isolement. L'isolement. Si vous deviez décrire Petite Île en un mot? Il y a plusieurs mots qui me viennent à l'esprit. Si je devais décrire Petite Île, parce que là je vois le territoire, je vois la population, je vois le lien, je dirais tradition. Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux politiques? Je pense qu'il faut faire confiance aux politiques, mais c'est aux politiques de s'inscrire dans une autre démarche. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus faire de la politique politicienne. Il y a une autre attente de la population. Il faut que l'on soit vrai, il faut qu'on ait un discours de vérité, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de dire à la population quand c'est possible, quand ce n'est pas possible, exactement ce que l'on va faire et avoir le sens de la parole donnée. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, on est tout jeune dans la tête, mais là c'est encore mieux, vous avez 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Je prendrai un livre, un roman qui attend d'être lu et je m'enfermerai. Dernière question, si vous aviez un seul conseil à donner à un jeune de 15 ans qui veut s'engager en politique, ça serait lequel? Je lui dirais de bien choisir la personne auprès de laquelle il s'engage. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette interview.